Bonjour à tous, bienvenue dans Église du Monde. Cette semaine, nous partons en Europe centrale, en Croatie. 22 ans après son indépendance, la Croatie a fait le 1er juillet dernier son entrée dans l'Union européenne. Une entrée porteuse d'espoirs économiques pour ce petit pays de 4,2 millions d'habitants, dont le taux de chômage frôle les 20%. De son côté, l'Église, gardienne de l'identité nationale historiquement et dont le rôle a longtemps été politique, souhaite désormais réinvestir le terrain éducatif et social. Où en est la Croatie aujourd'hui? Quelles sont aussi les forces vives de l'Église? Décryptage avec notre invité François d'Alençon, grand reporter à la Croix. Alors vous suivez ce qui se passe en Croatie depuis pas mal d'années. Vous y êtes allé récemment, au mois de juin. Quel était le climat sur place? Alors, il n'y avait pas d'euphorie, parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de chômage, il y a une récession économique qui dure depuis plusieurs années, mais en même temps, il y a deux sentiments. Il y a une satisfaction de rentrer dans la famille européenne, de faire partie de cette Union européenne. Nous devenons un pays comme les autres, me disaient un peu les Croates. Et puis, pour eux, l'Union européenne, c'est aussi un aiguillon pour parachever, pour continuer les réformes, la modernisation dans le domaine de l'état de droit et dans l'économie, dans leur économie. Et donc, c'est important et c'est pour eux un levier pour poursuivre un peu cette transition qui s'est, on peut le dire, un peu achevée avec l'entrée, mais qui reste à poursuivre et à approfondir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore tributaires de l'héritage communiste et des années de guerre. Alors, vous parliez de ce que peuvent attendre les Croates de cette entrée. Inversement, qu'est-ce que les Croates peuvent apporter à l'Union européenne? Alors, ils apportent d'abord un très beau pays, puisque je crois que ce n'est pas un secret pour personne qu'il y a 1500 îles sur la côte adriatique, et d'ailleurs c'est un de leurs principaux atouts, c'est le tourisme. Et donc ils apportent cela, ils apportent une diversité culturelle, une richesse avec leur mélange de Mitteleuropa, de Méditerranée, des Latins qui sont aussi font partie, qu'ils le veuillent ou non, de la région des Balkans. Et donc ce mélange d'identité et de culture est un plus, et c'est un petit pays. Et je ne pense pas qu'il sera un gros poids économique pour l'Union européenne, comme on a pu le voir, par exemple, avec la Grèce qui a posé des problèmes. Si un jour la Croatie posait des problèmes de cette nature, ça serait d'une ampleur beaucoup moindre. D'accord. Alors, vous parliez d'identité, justement, quand on parle de la Croatie, il y a toujours la question de l'identité derrière, avec des définitions un peu à géométrie variable. Qu'est-ce que l'identité des Croates? Eh bien, écoutez le point de vue de Marc Djidara, qui est responsable des coopérations universitaires franco-croates à l'Université de Paris II. Les Croates ne se considèrent pas comme des Balkaniques. Ce sont des Méditerranéens. Ils ont partagé l'histoire de l'Europe centrale, du monde méditerranéen et du monde chrétien, du monde catholique. Donc ils ne se considèrent pas comme balkaniques. Ils veulent bien qu'on dise qu'ils sont à l'ouest des Balkans, mais ils refusent de constituer le Balkan de l'Ouest. Depuis qu'ils sont christianisés, les Croates, depuis le 8e siècle, donc assez vite, ils ont toujours été très attachés à la papauté. Toujours. Et c'est peut-être ce qu'on leur reprochait dans l'histoire, d'être trop papiste et d'être un peu trop catholique. Et à cette époque, on aurait bien voulu qu'ils soient un peu schismatiques, s'ils pouvaient, par solidarité avec d'autres Slaves de la région. Mais ça n'a jamais marché. Si l'entité croate politique a connu des éclipses, l'identité culturelle croate a toujours été très forte. Et quand je dis identité culturelle, c'est au sens philosophique, littéraire, artistique, mais surtout, ce qui était la colonne vertébrale de cette identité, c'était l'attachement à l'Église catholique. Donc c'est vraiment le noyau dur de l'identité croate sur le long terme, à travers les siècles. François d'Alençon, cette identité, ce noyau dur de l'identité, c'est l'Église, mais pourquoi? C'est l'histoire. Tout simplement par l'histoire, puisque l'Église catholique croate, 90% des Croates sont catholiques. L'Église a toujours lutté
pour la préservation et même l'indépendance croate. Souvent, c'était contre l'étranger ou contre d'autres. Ça a été contre l'orthodoxie et représenté par les Serbes. Ça a été aussi contre les Balkans, comme vient de le dire l'universitaire que vous avez interviewé. Et donc, il fallait toujours, c'était contre le communisme sous Tito, donc défendre cette identité. Et donc, ça a amené l'Église à jouer un rôle politique. Et un rôle qui n'était peut-être pas forcément le sien. Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être une mauvaise interprétation de ce rôle-là à certaines périodes Ça, je ne me permettrai pas de juger. Enfin, en tout cas, c'est le résultat de l'histoire de toute façon. Ça s'est fait comme ça. Le rôle de l'Église, le rôle historique de l'Église a été, on peut le dire, c'était un rôle politique, puisque, pour ne parler que de l'époque récente, elle a soutenu à fond le mouvement pour l'indépendance, incarné par Tudjman à l'époque, dans les années 90, au début des années 90. Tudjman, qui était lui-même un ancien communiste devenu nationaliste, a été soutenu par l'Église. C'est le paradoxe. Ouais. Et donc, l'Église, ça lui a fait commettre aussi des erreurs, à n'en pas douter, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle a soutenu l'État national croate, qui était pro-nazi, et parce que c'était effectivement la première fois qu'il y avait une identité autonome croate qui se formait. Après, il y a eu l'époque communisme. Sous Tito, l'Église a été, surtout au début, l'objet de beaucoup de persécutions de la part du régime communiste, des services de la police, etc., des services secrets communistes. Et donc, là aussi, elle a lutté, elle a joué ce rôle, et maintenant, elle se retrouve dans une autre situation. On y reviendra justement à l'évolution de son rôle, toujours en lien avec cette question de l'identité, on l'a bien compris, liée à l'histoire complexe de ce pays, et notamment à la guerre, plus récemment, entre Serbes et Croates, entre 1991 et 1995. Alors les traces sont encore visibles, notamment à Vukovar, qui est un peu une ville symbole de cette guerre. Alors le 2 septembre dernier, il y a eu des affrontements entre la police et des manifestants croates opposés au bilinguisme serbo-croate sur les enseignes. Expliquez-nous un petit peu, dans cette ville en particulier, qu'est-ce qui se passe entre les Serbes et les Croates ? C'est très simple. Il y a donc une minorité serbe qui, bien que réduite à 4% maintenant au lieu des 12% d'avant la guerre, cette minorité bénéficie maintenant d'une loi qui lui accorde, à partir du moment où elle fait plus de, je crois, plus de 30% de la population, elle a droit au bilinguisme dans les localités, dans les villes où elle se trouve, notamment à Vukovar et dans des villages autour. Et à Vukovar en particulier, cette loi n'a toujours pas été appliquée. La municipalité veut l'appliquer. Et à chaque fois, cela génère des protestations, notamment du lobby des vétérans, les gens qui ont combattu dans les années 90 pour l'indépendance, qui sont un lobby puissant et qui disent... compte tenu de ce qui s'est passé à Vukovar, des atrocités commises par les Serbes soutenus par Milosevic à l'époque, les Serbes et l'armée serbe de Belgrade, contre les Croates et contre cette ville qui a été pratiquement détruite, on ne peut pas, il faut tenir compte de la sensibilité, etc. Et donc, d'où ces manifestations qui ont un certain écho, mais qui sont un peu attisées par ce lobby mais des vétérans qui est très puissant dans le pays. Globalement, si on regarde la population serbe et croate, maintenant c'est une petite minorité, ils sont 4%, c'est ça au niveau national. Ça se passe plutôt bien dans les rapports. Au niveau, ça se passe bien, ça dépend beaucoup des familles et des générations. Voilà. J'ai parlé avec par exemple des jeunes... croates et des jeunes serbes de Vukovar. Je me souviens d'une discussion avec des étudiants qui allaient à l'université d'Osijek et qui n'avaient aucun problème d'être étudiants serbes au milieu d'une majorité d'étudiants croates. Les jeunes générations Les jeunes générations, mais très souvent, dans une ville comme Vukovar,
des familles ou des Croates peuvent croiser des gens, des Serbes qui ont été impliqués dans les crimes contre leurs propres, contre leurs proches, etc. Ouais. Donc il y a des gens qui n'ont jamais été condamnés. Le conflit a laissé des traces et le traumatisme est encore là. Et c'est bien que la ville s'est reconstruite, il y a beaucoup de changements maintenant. Les traces s'estompent peu à peu, bien qu'elles sont encore visibles. Et bien ce traumatisme n'est pas encore, est loin d'être fini. Et il prendra, je pense, plusieurs générations à s'estomper et à être assumé. C'est encore une plaie ouverte dans cette partie du pays. Et qu'est-ce qui travaille au rapprochement entre ces communautés? Est-ce qu'il y a des acteurs de terrain qui font des choses? Bien sûr, il y a des ONG croates, de part et d'autre d'ailleurs. Il y a la Maison de l'Europe, par exemple, qui est une institution gérée par des Croates à Vukovar. J'ai rencontré une ONG qui a été créée par un jeune Serbe d'une trentaine d'années qui favorise justement les rencontres entre jeunes Croates et les jeunes Serbes de la minorité serbe de Vukovar. Il y a toute une série d'activités qui sont censées aider. Mais tout cela est très politisé. Il faut voir que, par exemple, le lobby des vétérans, quelquefois, ils agitent cette question du bilinguisme et de l'alphabet cyrillique comme une façon de faire pression sur le gouvernement, d'intimider la mairie pour qu'elle renonce à appliquer la loi, d'intimider le gouvernement à Zagreb, qui est à majorité centre-gauche social-démocrate, etc. etc. Donc tout ça reste aussi une source de manipulation. Quand il y a beaucoup de chômeurs, beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi, c'est plus facile effectivement de les mobiliser ou de leur faire peur que s'ils sont actifs et occupés. Bien sûr. C'est ce que me disait le maire de la ville de Vukovar. On le disait, l'identité des Croates, elle passe par leur attachement à l'Église. Alors le Vatican est l'un des principaux alliés de la Croatie, comme nous l'explique Marc Gigara. La Croatie, c'est un des pays des Balkans ou de l'ex-Yougoslavie qui est peut-être le moins soutenu diplomatiquement en Europe. Précisément, les Croates voient dans le pape actuel et dans le Vatican en général, en tant qu'État, un allié diplomatique, un soutien moral. Et puis, je dois avouer que dans cette période de crise économique et financière, l'ambiance est assez morose. Il y a un chômage important, les jeunes arrivent difficilement à trouver un emploi, et même quand ils sont diplômés, et donc ils ont besoin d'un encouragement extérieur, d'un signe de soutien. Et le pape est attendu aussi dans ce domaine-là, soutien moral. L'Église soutien moral. Alors, il faut préciser que le Vatican était l'un des premiers États aux côtés de l'Allemagne à reconnaître cette indépendance de la Croatie. Ouais. C'était le 13 juin 1992. Finalement, ça traduit ce lien historique fort entre le Vatican et la Croatie. Il y a eu des accords par la suite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Pour récompenser, entre guillemets, l'Église de son soutien, Tudjman, le président de l'époque, a négocié avec le Vatican une série d'accords qui portaient sur quoi ? Et qui portaient essentiellement sur le statut juridique de l'Église, les restitutions ou compensations financières pour tout ce qui avait été exproprié, les biens d'Église expropriés sous le communisme, sous Tito, un statut spécial pour l'enseignement religieux dans les écoles publiques qui est obligatoire, sauf si
vous devez dire non, je ne veux pas que mon enfant suive, etc., financé par l'État et une dotation budgétaire importante pour l'Église dans le budget annuel de l'État qui s'élève en 2013 à 38 millions d'euros. Donc tout ça, c'est pas mal. Et donc, ça montre bien l'influence de l'Église. Ça montre que, en tout cas, l'Église, à l'époque, a négocié et a pu obtenir une espèce de statut spécial qui, selon elle, tenait compte de son poids et de son rôle historique dans le pays. On en revient à la situation interne de l'Église en Croatie. Ouais. Et comment est-ce que les liens ont évolué? Vous parliez de ce rôle politique, notamment dans les années récentes, les années 90. Aujourd'hui, elle semble prendre ses distances. Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'Église, effectivement, peu à peu, a pris ses distances avec le parti conservateur au pouvoir jusqu'à il y a quelques années. Pourquoi elle s'est distanciée? Elle s'est distanciée essentiellement parce qu'il y a eu beaucoup de corruption au sein du parti HDZ, le parti au pouvoir, le parti conservateur de Tudjman, qui, après... a été dirigé par Ivo Sanader, le Premier ministre, qui a été lui-même arrêté et inculpé, qui aujourd'hui a été condamné à 10 ans de prison pour corruption, qui fait l'objet encore de procès en cours. Et donc, l'Église a pris ses distances et elle, qui appelait souvent ses électeurs à voter pour ce parti, maintenant, en tout cas officiellement, ne prend plus parti pour les élections. Elle avait même soutenu aux dernières élections présidentielles le candidat du Parti conservateur contre l'actuel président qui s'est fait élire en dépit du soutien de l'Église à son rival. Maintenant, c'est un pouvoir social-démocrate, aujourd'hui. C'est un social-démocrate, Josipovic, qui s'était déclaré lui-même agnostique pendant la campagne électorale. Il va se représenter vraisemblablement au début de l'année prochaine. Il sera sûrement, je pense, réélu. Et maintenant, d'ailleurs, il entretient de bonnes relations avec la hiérarchie de l'Église. Tout ça, c'est un peu normalisé. Et je pense que le souci de l'Église aujourd'hui, c'est de jouer un rôle plus dans la société, dans les débats de société, dans l'éducation, notamment en créant cette université catholique à Zagreb, dans les médias où ils ont le sentiment de n'être pas assez présents, dans le domaine culturel, où ils se sentent peut-être un peu en perte de vitesse. L'université catholique, elle a été créée en 2006. Ouais. C'est quoi son projet ? Je crois que c'est une initiative du cardinal évêque de Zagreb qui a voulu justement exister sur le plan de l'éducation supérieure. Et donc le projet c'est d'arriver dans 10 ans à 3000 étudiants. Il y a quelques centaines actuellement. Ils ont commencé par créer des départements en psychologie, histoire... et je crois une école d'infirmières, c'est la volonté de ne pas laisser le terrain de l'éducation supérieure à ce qu'ils appellent les libéraux et les séculiers. Parce que la hantise un peu de la hiérarchie catholique actuelle et de la conférence épiscopale croate, c'est de voir une Croatie trop séculière qui se détourne des valeurs traditionnelles croates. Et ces valeurs-là, parce qu'on le dit, 89-90% de catholiques, ouais. Mais on sent qu'il y a un clivage peut-être parmi les générations. Est-ce que vous avez perçu ce genre de choses ? Non, je crois qu'il y a à la faveur de certains débats de société récents, ouais. Une nouvelle génération de catholiques, des laïcs, des associations, des gens qui ont entre 20 et 40 ans, des universitaires, des gens plutôt... des professionnels se sont mobilisés, par exemple, contre la réforme qui introduisait l'éducation sexuelle dans les écoles. Ils estimaient que ça ne tenait pas compte de leur sensibilité, etc. Ils ont obtenu de la Cour constitutionnelle
qu'elle oblige le gouvernement actuel à reformuler ce projet qui n'avait pas été assez concerté avec les associations. C'est en attente alors. Donc le projet n'est pas abandonné, mais il va être, reformulé par le gouvernement, par le ministre de l'Éducation. Puis il y a eu aussi cette pétition pour un référendum qui a été lancé par des associations catholiques laïques également, qui s'appelle notamment un espèce de collectif qui s'appelle Au nom de la famille, pour un amendement à la Constitution qui déclarerait que le mariage est entre un homme et une femme, pour prévenir, entre guillemets, la possibilité d'une évolution et d'une loi qui autorise le mariage homosexuel. Et à ce propos, d'ailleurs, il y a une pétition qui a circulé, qui a récolté quasiment 750 000 signatures, ce qui semble énorme à l'échelle du pays. Tout à fait, c'est une mobilisation qui montre d'ailleurs la capacité de mobilisation de l'Église aujourd'hui. Et donc cette pétition, à l'heure actuelle, est devant le Parlement. Le Parlement, c'est au Parlement de décider s'il y a la tenue d'un référendum. Et tout dépendra un peu de la question aussi posée, parce qu'il faut que la question posée soit conforme à la Constitution, etc. Et donc, on ne sait pas trop si ce référendum aura lieu rapidement ou si le gouvernement et le Parlement actuel vont un peu essayer de repousser la chose. Mais toujours est-il que il y a les signatures nécessaires pour la tenue d'un référendum. D'accord. En tout cas, ce qu'on perçoit dans ce que vous dites, c'est que les forces vives aujourd'hui dans l'Église, c'est aussi cette jeune génération de laïcs. Oui, je crois que surtout l'Église va devoir s'habituer à vivre dans un contexte différent, qui ne sera pas monolithique, qui sera pluraliste, où il n'y a plus seulement d'un côté les nationalistes, de côté les ex-communistes. La société va se diversifier à la fois dans son offre politique, mais aussi sur des tas de sujets de société. Il y a des positions très différentes dans la société croate. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 40 ans de communisme. Et donc, l'Église va être un des acteurs du débat sociétal dans les années à venir, un acteur important qui restera très important parce que c'est l'histoire croate et l'Église conservera un rôle important, mais elle va devoir s'habituer finalement à contribuer au débat plus qu'à le contrôler, contribuer au débat plus qu'à le dominer et à obtenir satisfaction sur tous les sujets. D'ailleurs, sur d'autres sujets de société, elle n'a pas obtenu satisfaction, par exemple, sur un certain nombre de sujets sur lesquels l'Église, en tout cas la hiérarchie épiscopale, souhaitait bloquer des lois, y compris sous le gouvernement précédent conservateur. Elle n'a pas eu gain de cause. Sur quel terrain ? Par exemple, sur tout ce qui est cellules souches, etc. Voilà. Vous parliez donc de cette volonté de l'Église d'investir davantage aussi les médias. L'Église est active sur les réseaux sociaux. Oui, parce que si vous voulez, il y a, enfin en tout cas dans la hiérarchie de l'Église, dans le recteur de l'université catholique que j'ai rencontré me décrit un paysage médiatique et culturel dominé par les élites sécularistes, c'est un peu son terme. Et donc pour eux, il s'agit d'investir un peu ce terrain qui effectivement n'était pas le terrain favori de l'Église. L'Église reposait entre guillemets sur ses lauriers et sur son lien privilégié avec le parti conservateur qui a été très longtemps au pouvoir après l'indépendance. Donc elle est un peu un tournant là, l'Église. Voilà, c'est le début d'une évolution et finalement ce sont donc souvent d'ailleurs des laïcs qui prennent le relais.
Eh bien, à suivre. Merci beaucoup, François d'Alençon, pour votre décryptage. Si vous souhaitez poursuivre sur la Croatie, bien, je vous recommande cet ouvrage très complet, La Croatie de A à Z, de Jean-Arnaud Desrins, paru chez André Versailles, éditeur. Vous pouvez bien sûr voir cette émission sur notre site kto-tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.